Bonjour, aujourd'hui on va aborder le Dojo Saint-Hubert. Ça, c'est une institution depuis 60 ans. C'est une longue tradition, pour le moins qu'on puisse dire. Claude Berthollet, pour plusieurs, c'est juste le nom d'une compétition. Un peu comme la Coupe Daniel Hardy. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent le personnage, le gars. Claude Berthollet, c'était un homme simple, c'était un gars direct, c'était un gars honnête. C'est un Québécois des années 50 qui avait à cœur d'élever ses enfants, mais il travaillait dur dans une usine. C'était un gars gêné, comme on disait. Mais sur un tapis, c'était pas le même gars, là. Il devenait quelqu'un d'autre qui allumait les passions des autres juste à le voir aller quand il enseignait. Quand il était jeune, Claude Berthollet pratiquait la boxe puis la culture physique, ce qu'on appelle aujourd'hui bodybuilding. Ça, il faisait ça au Club culturiste de Saint-Hubert. Comme je l'ai souvent souligné dans mes recherches, dans les années 50, c'est le monde des culturistes puis le monde du judo se côtoyaient souvent. Ils organisaient des galas, ils organisaient des démonstrations à peu près le même jour. Ça attirait le même type de clientèle, si on veut. Claude Berthollet va débuter le judo en 1956 à la Palais National avec Marc Scala, qu'on connaît très bien. Et il va devenir ceinture noire en 1960. OK, on peut dire que c'est court, mais ça confirme aussi la tendance que Marc Scala avait de donner des ceintures rapidement. De toute manière, le réseau de compétition était très limité dans ces années-là, comparativement à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Tout d'abord, on parle de compétition toute catégorie. Toute catégorie, ça change la donne, hein? Surtout pour les poids moyens. Parce que ces gars-là doivent affronter à la fois des gens plus lourds qu'eux autres. Avec des fois des différences, là, ça peut aller jusqu'à 50-60 kilos. Ça, j'ai vu ça de mes yeux à Shawinigan en 71, lorsque Normand Brault, ça c'est un poids moyen de la Kudokan, a vaincu Paul Vanas 130 kilos. Brault 71 et Paul Vanas 130, ça faisait quand même une grosse différence. Puis il devait aussi se battre contre les petits, qui étaient assez rapides puis très, très coriaces. Il y en avait un qui s'appelait Sylvie Dulac, champion provincial en 1966, je pense. Il avait peur de personne, paraît-il. Je ne l'ai jamais vu combattre, mais beaucoup de personnes m'en ont parlé, puis disons que le discours est unanime. En ce qui a trait à la période de compétition de Claude, disons qu'il va tirer très très bien son épingle du jeu. Bernard Gauthier, le président de la Fédération canadienne de judo, a quand même des contacts solides, justement juste à cause de son association avec Marc Scala. Puis ils vont former une espèce d'équipe du Canada qui, en fait, va comporter beaucoup de gens du Québec, puis quelques-uns de l'Ontario. Puis ils vont remporter des tournois par équipe contre les États-Unis. Par la suite à Cuba, pour ce qu'on pourrait appeler peut-être pas les compétitions panaméricaines, mais on peut dire à tout le moins les nord-américaines. Pour conclure sur sa carrière de compétiteur, disons qu'il il était 2 fois champion provincial en 62 et en 68. Il était champion de l'Est du Canada, puis finalement champion canadien de la Fédération canadienne en mi-lourd, en 90 kg en 1968. Puis c'est aussi en 68 qu'il a obtenu son deuxième dan de la Fédération canadienne de judo. On va revenir un petit peu en arrière. Là, il va fonder le Dojo Saint-Hubert en 1961. Puis en plus de ce club-là, il va ouvrir des satellites. Il va en ouvrir un au centre Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Puis quelques années plus tard, il va en ouvrir d'autres à Delson, à Candiac, à Ville-le-Moine, puis à Verdun. Berthollet va jouer plusieurs rôles importants au sein de la Fédération canadienne, spécialement lors de la grande fusion du 20 décembre 69, lorsque les 6 fédérations de judo ont été fondues en une seule. Son avis a été vraiment écouté et apprécié de tout le monde. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on regarde les installations de la zone Rive-Sud, avec les dojos dignes des plus beaux dojos d'Amérique, c'est probablement parmi les plus beaux dojos d'Amérique, il faut quand même se souvenir de la ténacité de Berthollet qui, lui, pour former des combattants de très haut niveau, a dû se contenter des petits dojos, des petits dojos avec des tapis de judo qui n'en avaient que le nom, qui étaient en fait des tapis de gymnastique finis, ça c'était au mieux, ou encore il y avait des toiles commerciales, puis on posait en dessous de ça toutes sortes de surfaces inimaginables, 2-3 épaisseurs de tapis de tapis de salon, des cartons d'emballage des électroménagers qu'on allait quêter chez les magasins de meubles, sans parler des locaux, qui étaient absolument inadéquats. Puis avec les critères d'aujourd'hui, ce serait carrément, peut-être, la majorité serait probablement jugée insalubre. Claude, contrairement à François Mercier de Sherbrooke et de Bernard Gauthier lui-même, vont bien voir que la bataille des fédérations est perdue.
Ben ça, c'était un choc. C'était un choc à cause du temps qu'ils ont consacré à développer cette fédération-là, avec des gens qui, au fil des ans, sont devenus des amis. C'est donc avec un pincement au cœur, mais pour le bien de ses élèves et de leur progression, Claude Berthellet quitte la Fédération canadienne de judo en 1972 pour se joindre, lui et ses élèves, dont un certain Roger Perron, à l'Association québécoise de judo. Ça va les obliger à repasser les examens de ceinture noire. Ça, c'était une des conditions imposées par l'Association québécoise de judo pour être membre de ce qui allait devenir évidemment Judo Québec. Et ils n'ont pas eu de misère, ils ont fait ça avec brio parce qu'en 1973, leur grade a été reconnu. Mais c'est à noter une affaire, par exemple, à ce passage de grade-là, Serge Piquet avait été refusé au Shodan, puis il a dû repasser l'examen un petit peu plus tard. Ça va agacer le futur président du Judo-Canada, qui va, à partir de ce moment-là, travailler de l'intérieur pour faire valoir ses idées, puis devenir quelques années plus tard un des leaders du judo au Québec, et par la suite, comme on le sait, président de Judo-Canada. J'ai lu la correspondance entre l'Association québécoise de judo et les gens de la Fédération canadienne de judo. Il y a parfois, il faut le reconnaître, un peu de condescendance de la part de certains membres du bureau de l'Association québécoise. Soyons clairs, je ne parle pas ici de Raymond Lamblin, qui, lui, tout en étant ferme, et il a eu à prendre des décisions difficiles, mais des porte-paroles qui, des fois, là, ça dépassait l'entendement. Il faut garder en mémoire que l'Association québécoise de judo venait de remporter la bataille, des fédérations. Puis, le souvenir encore très, très frais des longues séances de négociation est encore présent dans l'esprit de tous les participants, qui, je vous rappelle, étaient des passionnés. Puis, ça gérait avec passion, ce qui n'est pas la meilleure des choses. On va revenir à Claude. Son implication dépasse les frontières de la Fédération de judo et atteint la reconnaissance de la municipalité. En effet, il va recevoir la médaille d'or au gala sportif du gala de la Rive-Sud. C'est pas rien, hein, parce que ça va aider énormément, car on commence à prendre au sérieux le judo au niveau de la municipalité. Puis, sans cette reconnaissance-là, très tôt dans le temps, puis la reconnaissance par le service des loisirs, on n'aurait probablement pas les installations qu'on a aujourd'hui. En juin 80, il devient troisième dan, puis il est intronisé au Temple de la Renommée en 92 comme pionnier bâtisseur. Il est enfin reconnu. Une anecdote à ce sujet-là. Il n'a jamais parlé à personne de sa famille de cette nomination-là, de cette intronisation-là. La famille l'a appris dans les journaux. Si vous ça en dit long sur le gars. Hein. En 96, il est promu au grade de quatrième dan. Et malheureusement, Claude Berthellet est décédé en 2021. On va maintenant parler de son successeur, Roger Perron. Roger Perron, je l'ai très bien connu. Roger Perron, c'était un combattant solide. Un des meilleurs combattants de la Fédération canadienne de judo. Évidemment, c'était un élève puis un ami de longue date de Claude. Mais lui, Roger va prendre la direction du club vers 1974. Perron venait de passer à Judo Québec, comme on le sait, et il a eu une brillante carrière de compétiteur, étant plusieurs fois médaillé au championnat canadien, 3 fois vainqueur de la Coupe Louis-Arpin, ça c'est le championnat provincial de toute catégorie. À un certain moment donné, Perron a décidé d'aller rejoindre mon ami Yves Landry, qui était déjà au Japon depuis 2 ans. Puis il a fait un court séjour là-bas, puis il s'est entraîné au club très sélect du dojo Seikijuku. Seikijuku, ça c'est le dojo du coach de l'équipe du Japon. Ce gars-là, il s'appelle Isao Okano. Ça, c'est un des meilleurs judokas de tous les temps. Champion olympique, champion du monde, champion du Japon 3 fois, je pense, toute catégorie, tout en étant poids moyen. Vraiment un judoka d'exception. Et puis, c'est l'endroit, selon beaucoup de personnes, où l'entraînement était parmi les plus durs au Japon. C'était extrêmement dur. Ce qui plaisait particulièrement à Roger Perron. C'était dans son caractère à lui, ça. À propos de Seikijuku, il y a un autre judoka du Québec très connu qui a été membre de ce dojo-là plusieurs années. Un certain Lionel Langlais de Sherbrooke. Oh, j'oubliais aussi le senpai, vous savez, le parrain, le senpai d'Isao Okano à l'université de Chuo, et nul autre qu'un certain M. Hiroshi Nakamura. À son retour, il est fortement influencé. Il va changer le nom du dojo Saint-Hubert pour le nom de Seikijuku. Le dojo a d'excellents résultats avec des filles comme Chantal Demarche, Marie-Josée Morneau, entre autres. Ça, c'est 2 athlètes de niveau international. Lorsque Chantal a décidé d'ouvrir le club de judo de Longueuil en 1983, puis de poursuivre son entraînement avec le club Akudoka, disons que ça a démotivé Roger Perron, qui a passé le flambeau à Sylvain Trépanier. Ça, c'est au début des années 80.
Il a fait ça, Sylvain a fait ça quelques années. Par la suite, le dojo a été confié à Sylvain Lamat, qui lui a tenu le fort pour une seule saison. C'est juste à l'arrivée de Marisol Laroche puis de Frédéric Ferréal en 1994 que le dojo a pu compter sur la stabilité au niveau des professeurs. Pas parce que les autres, pas parce que les précédents étaient pas compétents, mais au contraire, parce que il y a eu au fil des ans des compétiteurs extrêmement solides. Chez les filles, par exemple, je pense à Isabelle Latulippe, je pense elle a 7 titres au championnat canadien, puis elle était 9e au monde en 2009. Puis on ne peut pas passer sous silence non plus la médaille de bronze de Catherine Beauchemin-Pinard à Tokyo en 2021. Le dojo a formé, à ce jour, 66 ceintures noires, du premier au quatrième dan. On sait qu'il y a eu du judo à Varennes, avec le club Belkedokan de Christian Jardel, ça c'est à la fin des années 60. Puis ce dojo-là a fermé en 1973. Bien, comme la seconde vie du club de judo de Varennes a été fondée en 89, parce que c'était fermé de 73 à 89, je signale le dojo, mais comme on traite de l'histoire du judo avant 1980, on va juste le mentionner. Par contre, on ne peut pas passer sous silence l'influence puis l'implication de Chantal Demanche puis de Marie-Josée Morneau. Chantal Demanche est devenue ceinture noire au milieu des années 80 puis a été promue 6e dan en 2013. Ça, c'est une athlète internationale. Elle a participé au Pan Am. Elle a décroché une médaille de bronze au tournoi très relevé de Budapest en Hongrie. Et surtout le US Open, où est-ce qu'elle a décroché l'argent. À cette époque-là, des années 80, l'US Open était un tournoi extrêmement difficile, encore beaucoup plus difficile que certains tournois en Europe. Chantal a débuté son judo relativement tard, elle a commencé à 13 ans quand même, avec Guy Deletan, je me souviens de lui. Ça, c'était son premier professeur. C'est lui qui a inculqué le goût. Elle m'en a parlé avec beaucoup, beaucoup de respect, Chantal. Pour ceux qui ont vu combattre Chantal Demanche, c'était une compétitrice vraiment solide. Tout comme Marie-Josée Morneau, ça c'est une athlète olympique en 96. On peut aussi parler de Linda Fizette, plusieurs fois sélectionnée au championnat canadien. Concernant le club lui-même, le local, il faut savoir que le club de judo n'a pas toujours été au cégep Édouard-Montpetit. Ça, c'est arrivé en 87. Avant, c'était un petit dojo situé au centre de Normandie. Puis là, il fallait placer les tapis, des très inconfortables tapis de paille, à chaque entraînement. Il fallait se les mettre sur la tête, placer les tapis par terre, faire la pratique, puis les ranger. 60 tatamis. Quelquefois, Chantal faisait ça 2 ou 3 fois parce que Chantal se promenait d'un local à l'autre. Elle avait des petits satellites dans les dojos. Là. Vous savez, les dojos permanents, à cette époque-là, c'était pas vraiment automatique. Chantal Demanche a formé une trentaine de ceintures noires. Et tenir un dojo sur plusieurs décennies, ça se fait pas sans aide. Puis Chantal ne fait pas exception à ça. J'ai jasé avec, puis elle me disait combien elle avait apprécié l'aide de François Morin et de Serge Daigle. Puis ça, mais ces gars-là, c'est la troisième génération. Quand ils amènent les enfants puis les petits-enfants au dojo, c'est la troisième génération de personnes. C'est quand même quelque chose. Hein? Avec le COVID, Chantal s'est retirée tranquillement, puis elle a confié la suite à David Lessard. C'est un autre judoka, ça, qui est présent dans ce dojo-là depuis plus de 30 ans. Sur le plan personnel, je me suis informé qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie. Chantal était une éducatrice spécialisée. Et elle a fait ça pendant une trentaine d'années, puis maintenant elle s'occupe depuis 5 ans de 2 RPA, ce sont des résidences personnes âgées. Travailler dans une résidence personnes âgées, c'est elle la directrice, c'est elle qui en est propriétaire. Ça nécessite beaucoup de passion. Et ça, je dois dire que ça ne manque pas à Chantal Demanche. À Saint-Jean, il y a eu un leader d'une autre fédération en 1966, un certain Nick Monami, qui lui a fondé le 4 juin la même année, l'Association provinciale de judo du Québec. Son dojo était situé à Saint-Jean, puis il s'appelait le Jitsukwai. Ce gars-là prétendait avoir fondé plusieurs écoles au Canada. Il se disait prof titré au RCM. Ça, j'imagine que c'est le Collège militaire de Saint-Jean. De la RCAF. Ça, j'imagine aussi que c'est la Royal Canadian Air Force. Et du centre sportif du Parc-École Saint-Gérard. Ça, c'était, selon lui, des dojos satellites. Parce que son dojo principal, le Honbu Dojo, la maison mère, était au 116 rue Saint-Jacques, à Saint-Jean. Il y a des gens qu'on connaît qui faisaient partie de cette fédération-là, dont Fernand Florent de Drummondville, qui lui a été élu vice-président. Le secrétariat a été confié à Vic Tremblay de Montréal. Et Claude Berthelette a été désigné directeur technique pour Montréal.
tandis que Roland Boisvert d'Asbestos faisait le même travail pour les cantons de l'Est, puis un certain M.A. Bouchard pour le lac Saint-Jean. Je n'ai pas d'informations sur les deux derniers. Bizarrement, la fondation de cette association-là a eu lieu après que mon ami se soit vu refuser son adhésion à la Québec Judo Black Belt Association. Oui, c'était en anglais. Et il prétendait que c'était Mo Oyer de Winnipeg qui lui avait décerné ce grade-là. L'Association des ceintures noires du Québec, qui allait devenir la QJK puis finalement Judo Québec, avait demandé à Charles Mingon, le secrétaire de cette association, de faire des vérifications et le tout a été démenti par Judo Canada, en fait la Canadian Kodokan Black Belt Association. Il faut savoir aussi que ces gens-là, tous ceux que je viens de nommer, étaient à peu près tous associés de près ou de loin à François Mercier de Sherbrooke, qui a joué un grand rôle dans les années 60 avec la Fédération canadienne de judo. Bon, maintenant, on parle du club de judo du Haut-Richelieu. Ça, là, c'est un des dojos les plus impressionnants qu'on peut voir en Amérique. Franchement, la Rive-Sud est vraiment gâtée avec des installations de très haut de gamme. Quand on pense à ce dojo-là, on pense tout de suite à deux personnalités, soit Serge Piquette puis Gérald Poirier. En fait, je vais traiter de Serge Piquette plus en profondeur, surtout sur ses actions politiques, parce que c'est au niveau national, provincial puis même international qu'il a laissé sa marque, plus que dans la zone. Puis la concrétisation de la construction du dojo du Haut-Richelieu, c'est beaucoup plus un exploit qu'on doit à Gérald Poirier et puis son équipe. Il faut que Gérald soit vraiment reconnu pour ça. C'est quand même un travail immense, là. Mais si on revient à Serge, à vrai dire, Serge a joué un rôle dans la région au début des années 60, où est-ce qu'il y avait plusieurs petits dojos éparpillés sur le territoire. Par la suite, ben, ses occupations l'ont éloigné de la zone. Gérald est arrivé au dojo en 1970. En fait, il est arrivé au Québec en 1970 et il s'est inscrit au dojo de Serge. Lui, Gérald, il vient de l'Ontario. Quand il s'est inscrit à l'Académie des sports de Longueuil. En fait, c'était l'église Saint-Pierre-Apôtre. Puis ce dojo-là, Saint-Pierre-Apôtre, était considéré comme le Honbu Dojo de Serge, c'est-à-dire la maison mère des nombreux petits satellites que je vous ai parlé tout à l'heure, comme il y en avait à Préville, à Henryville, entre autres choses. Puis il y en avait un qui était à Préville, celui-là, il était tenu par Michel Bord. Il y en avait à quelques autres endroits, mais c'est des petits dojos de rien. Quand on regarde l'œuvre de Serge, on va trouver ça banal, mais au niveau de la zone Rive-Sud, Serge, en janvier 1976, il est responsable de la finale régionale des Jeux du Québec. C'est pas une grosse tâche à comparer à ce qu'il a fait après. Mais enfin, c'est aussi en février 1976 qu'il est premier, lui, comme compétiteur, qui est premier au classement de la Coupe du Québec. Et avec son club, le club Académie des sports, c'est la même chose. Ils ont été classés tous les deux premiers au classement. Il faut dire qu'à cette époque-là, il y avait de très bons compétiteurs au club. Des gars comme Luc Martin, Michel Benoît, Jacques Derome, pour n'en nommer que deux, trois. Là. Une des spécialités de Serge était puis il s'est illustré dans ça, il a fait des bons coups, là. Il y a l'organisation des stages avec des vedettes, là, avec des superstars, comme on pourrait dire. C'est aussi cette année-là, en 1976, que Serge Piquette amène Doug Rogers à Longueuil. Doug Rogers, le médaillé olympique qu'on connaît. Et puis il va être aussi à l'origine de l'avenue d'Angelo Parisi en 1980, Parisi qui est venu à Trois-Rivières faire une partie du stage, puis celle de Masahito Kimura en 1983. J'ai eu le bonheur de le recevoir chez nous, M. Kimura, cette année-là. Puis il faut dire aussi qu'il a été analyste à Radio-Canada pour les Jeux de 76, 84, 88, 96, 2000 et 2004. C'est un communicateur né. T'sais, pour juger de la stature de ce gars-là, là, on va vous faire un petit résumé. De 1980 à 82, il est président du Judo Québec. De 82 à 2002, il est président de la commission des grades. De 2002 à 2008, il est président de Judo Canada. De 2002 à 2008, il est secrétaire de la Pan American Judo Union, la PGU. Et en 2012, il est nommé au Temple de la renommée de Judo Canada. Il avait déjà été nommé au Temple de la renommée de Judo Québec auparavant. Serge, malheureusement, est décédé le 31 octobre 2012 à la suite d'une longue maladie. Ceci conclut le tour de la Rive-Sud, si on vous passe l'expression. Si vous avez aimé la vidéo, ben, faites-nous un petit pouce en l'air. Je vous invite particulièrement à partager ces vidéos-là avec les vôtres.
parce que ça peut vous attirer du monde. En fait, si on parle de vous, puis que vous prenez cette vidéo-là, puis vous la partagez avec les gens de votre club, certains vont se sentir honorés qu'on parle d'eux autres, et ça peut juste être bon pour le club. Et ça se peut qu'on ramène du monde chez vous avec la vision de ces vidéos-là. Je vous invite aussi à activer les cloches de notification, les deux petites pour recevoir les vidéos au fur et à mesure qu'ils sortent. Et surtout, ben, abonnez-vous à la chaîne Martialement Vôtre. On parle de vous autres, on parle de judo, on parle des arts martiaux, on parle de la tradition. C'est toujours intéressant, mais surtout, n'oubliez pas d'aller pratiquer une fois, deux fois, trois fois par semaine pour nous garder en santé, pour nous garder de bonne humeur. En attendant, à la prochaine.